on a décidé dans cette émission de mettre les pieds dans le plat. Quel privilège? Pourquoi? Pour qui? Comment? De quelle façon? On va détailler tout cela. On va faire une sorte de fact-checking pour bien comprendre de quoi on parle quand on parle du statut des cheminots. On se posera les mêmes questions pour les fonctionnaires de façon générale. Est-ce qu'on va vers la fin programmée de la fonction publique dans son ensemble? Est-ce que ça veut dire qu'à terme, tous les salariés français seront logés à la même enseigne? Et est-ce que ce serait réaliste? On va en parler. Et puis nos retraités dans tout cela, ils râlent parce qu'on leur change leurs règles du jeu au milieu de la partie. Faire encore des efforts alors qu'ils ont payé toute leur vie. Est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est justifié? On en débat tout de suite. Je vous présente mes invités. Augusta Epagna est avec nous. Bonjour madame, vous êtes assistante sociale à Bobigny, vous êtes par ailleurs syndicaliste CGT. Nicolas Gottsman, journaliste Éco-Atlantico. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et puis Ava Jamshidi et Dominique de Montvalon qui sont toujours là, bien évidemment. Alors dur pour les cheminots en ce moment, comme à chaque fois qu'on parle de la SNCF. Un bon nombre de Français disent oui, mais les cheminots, ils sont des privilégiés. Regardez ce qu'on vous a préparé comme petite animation. Voilà. Car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Eh oui, le mal aimé, les cheminots, alors tout cela est pour le sourire, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les temps sont durs et qu'on risque de fracturer un peu les Français sur ce dossier-là. Alors d'abord, pour bien poser le débat, quand on parle de cheminots, de quoi parle-t-on? Combien gagne-t-il? Comment travaille-t-il? Vous allez voir que cheminot, en fait, ça n'est pas un métier, c'est plutôt un statut. Reportage de Johan Engen et Stéphane Hirschnagel. Ils sont souvent présentés comme des privilégiés au sein de la SNCF. Les conducteurs. Voici l'un d'eux, Mathieu. Cheminot depuis 10 ans. Il gagne 3 050 € net par mois. Grâce à son statut, il dispose chaque année de 50 jours de repos et pourra partir à la retraite à taux plein dès 57 ans et demi. Voilà, donc il fonctionne bien, impeccable. Des avantages justifiés selon lui par les contraintes du métier. On fait des horaires de nuit, on fait des horaires qui sont en décalé, on fait des horaires qui ne sont jamais les mêmes. Donc pour s'organiser dans la vie personnelle, c'est quasiment impossible. Hein. Et on travaille le dimanche, les fêtes. Ce soir, il ne dormira pas chez lui, comme 6 à 8 fois par mois. Loin de sa famille aussi, 3 week-ends sur 5. Nous, on s'investit pour l'entreprise nous rend ça. Voilà. C'est amplement mérité et amplement justifiable. Les contrôleurs, eux, ont les mêmes contraintes et les mêmes avantages que les conducteurs. Mais Stéphane, qui vérifie son train avant le départ, fait partie des rares à ne pas avoir le statut cheminot. Il est contractuel, en CDI, depuis 6 ans et gagne 1 800 € net par mois. Ok, bon voyage. Merci. Alors, puisqu'il n'est pas cheminot, est-il moins bien loti que ses collègues? J'ai rien à envier à un cheminot, j'ai les mêmes conditions de travail, j'ai les mêmes avantages. La seule chose, c'est que j'ai pas l'emploi garanti à vie et que ma pension de retraite à moi est calculée sur les 25 dernières années parce que je suis au régime général. Plus avantageuse, la retraite de ses collègues est calculée sur la base des 6 derniers mois de salaire. Cheminot depuis 2 ans et demi et payé 1 665 € net par mois, Aurélien a choisi ce travail d'électricien par passion du milieu ferroviaire. Il trouve injuste d'être parfois considéré comme un privilégié. Nous, au niveau des salaires, c'est difficile de concurrencer les entreprises privées. Comme moi j'étais avant dans le privé, on voit quand même une différence. Mais ça peut varier facilement de 300 à 500 €. Dans les bureaux aussi, les salariés sont cheminots. Lauriane s'occupe du recrutement du personnel. Arrivée il y a 1 an, elle gagne 2 000 € net par mois. À la différence des conducteurs, elle n'a pas 50 mais 38 jours de vacances. Elle et sa famille ont aussi droit à des billets gratuits ou à tarifs réduits. Dans d'autres grands groupes où vous allez, vous aurez des avantages qui seront tout aussi bien. Alors je pense à payer très peu l'électricité, je pense à payer très peu son billet d'avion. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, je ne suis pas sûre que ce soit mieux qu'ailleurs. D'ici fin avril, les 150 000 salariés de la SNCF devraient être fixés sur l'avenir du statut cheminot. Voilà, alors on va redétailler tout cela avec mes invités, mais d'abord donc notre fact-checking, comme je vous l'ai promis. Aurélia Frescaline nous a posé quelques questions auxquelles elle va répondre de façon très simple. C'est l'œil d'Aurélia. Alors, ma chère Aurélia, idée reçue numéro 1, les cheminots partent tôt à la retraite. Vrai ou faux?
Alors, c'est vrai, en fait, le régime spécial, il fixe l'âge de départ à la retraite à 57 ans pour les agents sédentaires et à 52 ans pour les conducteurs de train. Alors, ces âges, ils paraissent avantageux, mais en fait, ils sont de plus en plus théoriques. Pourquoi ? Eh bien, déjà parce que pour inciter les agents à partir plus tard et leur permettre donc de travailler plus longtemps, la réforme Fillon a supprimé la mise à la retraite d'office à 52 ou 57 ans. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez obligé de partir à ces âges-là. Donc, ça permet aux agents qui souhaitent travailler plus longtemps de continuer à le faire et ainsi de toucher leur salaire plus longtemps forcément. Un autre élément rentre en ligne de compte, c'est l'âge pivot. Donc l'âge pivot, en fait, c'est l'âge à partir duquel l'agent touche sa retraite à taux plein sans décote. Et ça va être calculé sur la date de naissance de l'agent et sur la durée de service à la SNCF. Donc par exemple, un agent sédentaire qui est né en 1965 et qui pourrait donc partir à 57 ans selon son régime, eh bien pour toucher sa retraite à 100%, il devra attendre ses 61 ans et donc ainsi comptabiliser 42 annuités. Et cela monte pour les agents nés par exemple en 1973 à 42,5 annuités, soit en fait un âge de départ à la retraite à taux plein à 63 ans. Donc les agents, effectivement, ils peuvent toujours partir à l'âge prévu par leur régime spécial, mais ils toucheront du coup une retraite amoindrie par cette décote. Voilà, donc ils partent plus tôt, mais en même temps, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Augustin Ebania, en fait, alors voilà, justement, de fait, ils ne partent pas c'est la plus question tôt, que j'allais vous poser. Puisque pour effectivement bénéficier de la retraite à taux plein, il faut avoir comptabilisé ces 42 annuités. Par conséquent, c'est vrai pour les cheminots, c'est vrai pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, vous avez énormément de fonctionnaires et donc dans leur globalité qui ne partent même pas à 62 ans, c'est-à-dire l'âge légal de la retraite, mais qui pour beaucoup prolongent pour avoir une retraite un tout petit peu plus conséquente, parce que, enfin on en parlera tout à l'heure, mais les niveaux de retraite, moi j'ai des collègues qui partent de catégorie C, donc c'est la catégorie la plus basse dans la fonction publique, et qui partent avec à peine 1000 € de retraite, après 44 ans, 44 annuités de travail. C'est ça, il y a le niveau de la retraite aussi. Mais bien sûr, les modalités de calcul de la retraite ont été tellement resserrées ces dernières années que de fait les gens prolongent le temps de travail, si vous voulez, et se retrouvent malgré tout avec des retraites ridicules. Mais moi j'avais toujours entendu, Nicolas Gossman, que dans la fonction publique, alors là on parle spécifiquement des cheminots, mais qu'on calcule les retraites sur les derniers mois de salaire et non pas, enfin sur les meilleures années en fait, plutôt que sur la globalité, c'est pas ça? Oui, mais alors justement, mais en gros effectivement sur les réformes Fillon, ce qu'on constate maintenant, c'est que effectivement en fait les régimes de la fonction publique sont en train de se rapprocher de plus en plus de ceux du privé. On va dire que les réformes ont déjà été faites. De fait, oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça. En fait, on est maintenant sur le départ moyen d'âge à la retraite. On est à 57 ans et demi, je crois, chez les cheminots. On est à 59 et demi pour le reste des Français. Et en fait, le tout est en train de s'harmoniser. Même chose pour les salaires. On parle effectivement des 3 000 € bruts, mais en fait, quand on regarde le salaire moyen des Français, on est à 2 950. Donc le niveau est à peu près le même. On sait que 60% des cheminots, en fait, touchent un salaire inférieur. On voit aussi que 10% seulement sont des roulants. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, toutes les réformes ont déjà été faites. Donc en fait, il s'agit vraiment, là, pour le coup, en fait, le seul problème qu'on pourrait effectivement pointer sur la question des cheminots, ce serait éventuellement celui des retraites. Or, Édouard Philippe a déjà annoncé qu'il ne voulait pas toucher aux retraites, c'est-à-dire qu'en gros, là, on est en train de faire un débat théorique uniquement politique. C'est-à-dire qu'en gros, Emmanuel Macron essaie de passer en fait la question des cheminots pour essayer éventuellement d'essayer d'opposer certaines catégories aux autres, mais la réalité, c'est qu'en fait, lui, il reste enfermé dans une espèce d'image effectivement de président des riches, qu'il essaie de s'en sortir en créant cette opposition-là, mais qui est un peu virtuelle à mon sens et à mon avis qui est un petit peu dangereuse aussi. Alors, on va débattre de tout ça juste après. Je voulais juste qu'on finisse sur le fact-checking, si vous le voulez bien, mais ce que vous dites est très intéressant, évidemment, sur l'opposition des deux fronts. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en teasant cette émission. Idée reçue numéro 2, Aurélia. Les cheminots touchent une prime charbon. Et oui, cette fameuse prime charbon, on en a beaucoup entendu parler. En fait, elle n'existe plus depuis les années 1970 et la fin des locomotives à vapeur en 1974. À l'époque, d'ailleurs, seuls les conducteurs en bénéficiaient et non les mécaniciens. Pas non plus de prime à l'absence de prime. Ça aussi, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais existé non plus. Bon, alors ça, comment vous voyez, les idées reçues, on a dit dur. Tout ce qu'on propage effectivement sur les fonctionnaires et sur les... Pas grand-chose sur le charbon quand même, conduisant. Oui, il y a beaucoup de gens, Dominique, qui disent il y a une prime charbon. Oui, c'est bien de faire une mise au point. Mais quand c'est pas le charbon, c'est moins massif. Enfin, je veux dire, voilà, les niveaux de salaire. Vous voyez, moi, j'ai plein de camarades et de collègues, d'amis, etc. cheminots. Je peux vous dire que j'en connais très peu qui gagnent plus de 3 000 €. Comme le monsieur dans le sujet, ce qu'on disait. Alors, il est conducteur, lui. On prend même moi, je connais énormément
énormément de conducteurs. Enfin, on se retrouve régulièrement dans les manifestations et en dehors. Et je peux vous dire qu'il y en a, enfin, j'en connais peu qui touchent plus de 3 000 euros. En fin de carrière, quand il... privé, hein. Comment? C'est le cas aussi. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Non, mais c'est par rapport au cœur de notre sujet qui est le privilège, les privilégiés, etc. Et le salaire moyen. Là aussi, on en reparlera tout à l'heure. Parce que la manière dont on calcule le salaire moyen, quand vous savez que les catégories C de la fonction publique perçoivent des salaires et dans l'entrée de la fonction publique, il faut savoir qu'il y a des primes qui compensent le fait qu'on commence sa carrière avec des niveaux de salaire en dessous du SMIC. Et donc, ça, c'est compensé par des primes. C'est compensé par des primes qui, très souvent, pour l'essentiel de ces primes-là, ne sont pas prises en compte dans le calcul dans la retraite. La retraite. Donc, alors, il y a un petit bout de prime qui a été, lors de la dernière réforme, qui a été intégré dans le calcul de la retraite, mais ça représente très peu. Hein. Alors, on avance très vite. Sur l'histoire des salaires, c'est qu'en fait, quand on a privatisé en Angleterre, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les cheminots, en fait, ont été augmentés de façon plus importante qu'ils ne l'avaient été par le passé, uniquement parce que la concurrence s'est installée, plusieurs acteurs se mettent en place, ce qui fait que vous avez besoin de recruter des gens qui sont uniquement dans une compagnie, de les faire venir ailleurs, donc vous êtes obligé d'augmenter les salaires. Donc si on fait la même chose en France, évidemment le statut des cheminots on critique aujourd'hui, mais ça sera sans doute plus cher après. Oui, bien évidemment. Ils avaient reçu numéro 3, la famille des cheminots voyage gratuitement. Alors ça c'est vrai, effectivement, hein, l'époux ou l'épouse d'un cheminot a droit à 16 voyages en train gratuitement par an. Alors ça n'est pas complètement gratuit, pourquoi? Parce qu'il faut quand même payer la réservation sur un TGV, par exemple sur des périodes de pointe ou le week-end ou lors des vacances par exemple, et bien cette réservation peut coûter jusqu'à 15 €, donc c'est pas entièrement gratuit non plus. En fait là on paye simplement le fait de bloquer une place dans ce TGV. Pareil pour les enfants du cheminot, hein, qui eux auront droit à 16 voyages aussi par an, on le voit, jusqu'à leurs 21 ans, et puis au-delà de leurs 21 ans, eh bien, ils paieront 10% du prix du billet. Les parents et les beaux-parents du cheminot ont eux aussi droit à 4 voyages gratuits par an, mais eux aussi, ils doivent payer ce prix de la réservation pour bloquer la place dans le train. Bon, pour le coup, ça c'est un vrai avantage. C'est vrai que pour les gens qui voyagent beaucoup, c'est un vrai avantage. Parlons des avantages des parlementaires. Hein. On va en parler justement. Justement, figurez-vous, on va en parler. C'est pas une critique, c'est pas une critique. Je vous dis, c'est vrai que c'est un vrai avantage. Ça fait un peu bouillir, quoi. C'est tellement, enfin, excusez-moi, mais y compris dans le public, quand vous travaillez dans tel ou tel type de société. Dans le privé, vous voulez dire. Dans le privé, excusez-moi. Dans le privé, il n'est pas rare, effectivement, que vous puissiez bénéficier de tel ou tel. Oui, il y a des comités d'entreprise qui existent, il y a des. Absolument. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement choquant là-dedans? Je ne vois pas bien. Non, c'est simplement un message de information. C'est pas du tout. C'est une information qui est bien orientée quand même, qui vise quand même à alimenter l'idée de fonctionnaires privilégiés. Bon, écoutez, en tout cas, on a remis les choses au point, et notamment. C'est un vrai avantage dont bénéficie. C'est un avantage en nature. Il y a des salariés du privé qui ont une voiture de fonction, c'est un avantage en nature. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Alors les fonctionnaires plus généralement, Aurélia, on est parti sur les emplois à vie, me semble-t-il. J'ai perdu ma feuille. Oui, effectivement, la sécurité de l'emploi. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils ont l'emploi à vie? Alors, d'abord, la création du statut de fonctionnaire, elle date de 1946. Nous sommes après la guerre. La France a donc besoin de se reconstruire. Elle va donc chercher à embaucher des agents pour qu'ils travaillent pour les services de l'État. Alors ensuite, sur cette sécurité de l'emploi, eh bien, c'est vrai que les conditions de licenciement des fonctionnaires sont plus strictes que dans le secteur privé. Le principal motif de licenciement dans le secteur public, c'est l'insuffisance professionnelle. Deuxième cas type qui peut amener à un licenciement d'un fonctionnaire si celui-ci refuse par 3 fois des offres d'emploi que lui propose l'administration pour des postes correspondant à son grade, évidemment. Il y a aussi le licenciement pour faute, et là on a une gradation des sanctions qui vont de l'avertissement à la révocation. Alors ça c'est pour les fonctionnaires en CDI, mais ce qu'il faut bien savoir c'est qu'il y a aussi beaucoup de fonctionnaires en CDD et de contractuels. Un agent sur 6 est contractuel, et c'est surtout le cas dans la fonction publique territoriale et dans l'éducation nationale. C'est là qu'il y a le plus de contractuels. Donc l'emploi à vie, c'est vrai, mais pas vrai. Rectification, si vous permettez, un agent qui est en CDI n'est pas fonctionnaire. Un agent qui est en CDI n'est pas fonctionnaire. Non, non, puisque c'est un contrat de droit privé. Oui, non, mais parce que madame a dit... Ah oui, parce qu'il y a une petite... Un contrat de droit privé n'est pas, par définition, ne correspond pas au statut du fonctionnaire. Nicolas Gottsman, moi j'ai appris quelque chose, c'est que je refuse 3 fois une offre d'emploi. Je n'ai plus cet emploi à vie. En fait, c'est un peu comme... Enfin, je veux dire, il n'est pas plus protégé que ça, le fonctionnaire, finalement.
Déjà ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il a un statut qui est effectivement particulier, qui peut être considéré comme avantageux. La question, c'est qu'en fait, l'espèce d'accord qui a eu lieu, c'est qu'en fait, on ne fait pas trop progresser les salaires des fonctionnaires. Du coup, pour compenser ça, on donne un statut qui est un peu particulier. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans de nombreuses fonctions publiques, en fait, la difficulté, c'est justement de recruter, parce que les gens ne veulent plus. Enfin, on n'arrive pas à trouver des gens pour faire des gardiens de prison, on n'arrive pas à trouver des gens pour être infirmiers, on n'arrive pas à trouver pour la police. Tout ça, enfin, il y a une difficulté, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que les gens ne trouvent pas ça si avantageux que ça, c'est qu'il y a un problème effectivement au niveau des salaires. Alors si effectivement on arrive à une situation où on veut en finir avec ce statut qui peut être avantageux, ce qu'il faudra s'attendre, c'est qu'il va falloir faire monter les prix pour pouvoir attirer les gens à ces fonctions-là. Donc il faut s'attendre à un coût plus élevé. Donc il faut savoir exactement ce qu'on recherche. Ce qu'on dit au sujet des profs d'ailleurs. C'est vrai qu'on dit souvent. C'est la même chose. Ouais, ce qu'on dit souvent. Ce qui fait qu'il y a des qualifications d'ailleurs au niveau de l'embauche des profs. Aujourd'hui, on embauche à un niveau extrêmement bas. Et les policiers aussi, on en avait fait une émission en disant il y en a beaucoup qui sont pas. Alors, on a dû baisser le niveau de tout à fait concours d'entrée. Absolument. Vous vouliez rajouter quelque chose? Il y a une déqualification effectivement évidente au niveau d'embauche. Alors non, ce que je voulais dire, c'est que pendant 6 ans, il y a eu gel des salaires des fonctionnaires pendant 6 ans. Ouais. Et ça n'est il y a eu revalorisation de 1,2 en 2 fois. En juillet et en février, en juillet 2016 et en février 2017. 0,2. 0,6 pardon. Donc soit 1,2. Voilà. Alors que je vais vous dire un secret, il y a des entreprises privées dans lesquelles c'est encore en dessous. Oui, mais il y a les NAO quand même. Il y a les négociations annuelles obligatoires tous les ans qui obligent à se mettre autour d'une table et à négocier les salaires, etc. Autre idée reçue sur les fonctionnaires, Aurélia, ils sont payés quand ils font grève. C'est vrai ou c'est faux? Alors non, les fonctionnaires ne sont pas payés lorsqu'ils font grève. La retenue sur leur salaire, elle va se faire en fonction du temps passé à faire la grève, tout simplement. Donc dans la fonction publique d'État, un jour de grève est égal à un jour de salaire en moins. Dans la fonction publique territoriale, le mode de calcul va se diviser en 3 tranches. Si vous êtes absent toute la journée, on vous retire 1/30 de votre salaire. Absent entre 1 heure et une demi-journée, on vous retire 1/60 de votre salaire. Et une seule heure, même de grève, eh bien, on vous retire 1/151 de votre salaire. Compliqué tout ça quand même un petit peu. Troisième idée reçue, les fonctionnaires travaillent moins que les salariés du privé. Alors c'est vrai, selon l'INSEE, la durée annuelle du travail à temps complet est de 1727 heures dans le secteur privé et de 1575 heures dans le secteur public en 2016. Cet écart d'environ 150 heures, c'est à peu près le même depuis 10 ans. Alors le temps de travail hebdomadaire, je dis bien, est à peu près le même entre privé et public, en fait, mais ce qui va faire la différence, là où ça va se jouer, c'est sur les congés et les RTT notamment. Et donc là, si on regarde, 27 jours de RTT pour le privé et de congés, alors qu'on en a 43 pour le public. Et en fait, là, ça va être les enseignants qui vont creuser la différence, puisque les enseignants ont beaucoup de vacances, sont les vacances scolaires. Et si on retire les enseignants, justement, du décompte, eh bien, nous avons 1727 heures travaillées par an dans le privé contre 1740 dans le public. Donc en fait, on travaille même un peu plus dans le public. C'est quasiment équivalent. Absolument, pour le coup. Absolument. Et je peux vous dire que de nombreux collègues font des heures supplémentaires non payées. Alors évidemment, ça génère de la RTT, mais c'est précisément parce qu'on sort du cadre hebdomadaire du temps de travail qu'on génère de la RTT. Oui. Bon, sinon, donc vraiment, enfin, non. Vous voyez, quand vous retirez les enseignants, qui également, un mot pour les enseignants, parce que certes, même s'ils sont en congé, il y a tout le temps de préparation, il y a tout le stress que constitue ce métier qui, dans de nombreux endroits, n'est absolument pas facile et qui, enfin, on peut considérer que les temps de congé sont largement mérités et mis à profit dans tous les sens du terme. Bien, merci beaucoup Aurélia, merci de nous avoir fait partager tout ça. On va passer maintenant aux retraités, autre dossier aussi, parce que c'est vrai qu'on les entend beaucoup cette semaine dans l'actualité, les retraités. Emmanuel Macron leur a dit oui, je vous demande de faire un effort. Écoutez. Après, c'est vrai qu'au-dessus de 1 200 €, on a augmenté la CSG d'1,7 point, je l'avais dit. Mais là, vous nous avez vraiment pompé. Non, c'est pas vrai. Mais je vais vous expliquer. Les retraités, dites donc. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Mais vous avez travaillé toute votre vie, pourquoi? Pour avoir une retraite. Non. Si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Et donc, la CSG, on l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on l'a fait, je l'ai expliqué dès la campagne, on a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales.
Donc tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites. Voilà. Donc, je suis d'accord, ça fait jamais... on n'est pas content. Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume. Nicolas Gottsman, d'un point de vue comptable, il a raison ou pas? Ça va rapporter combien? Est-ce que c'est juste, tout ça? Alors, c'est une question de justice, c'est un peu compliqué. Ce qui me frappe là-dedans, en fait, sur la question des retraités, c'est en gros, la retraite moyenne en France, c'est 1540 €. Donc, dire que c'est pas non plus extraordinaire. Effectivement, la France est dans une situation où les retraites, enfin, on est à 13,5 points de PIB, donc on est à un niveau très élevé en Europe. Par contre, la structure démographique de la France fait que on est le pays, en fait, finalement, le plus avantagé. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'à l'avenir, en fait, ce taux-là va baisser, contrairement à d'autres pays européens. C'est-à-dire qu'on est plutôt bien positionné sur ce thème-là. Et encore une fois, les réformes sur les retraites ont déjà été menées par le passé, justement pour arriver à quelque chose qui soit à peu près valable et viable. On peut dire que le problème n'est pas vraiment là. Ce qui est un peu curieux dans l'histoire du discours d'Emmanuel Macron, c'est que depuis le début, dès sa campagne, en fait, il a fait tout un plan de réforme qui consistait en gros, vous faites des efforts à l'intérieur et moi je vais réussir à faire bouger, on va dire, au niveau européen pour avoir justement le résultat de ces réformes. Je vais rendre la France crédible pour pouvoir arriver à un résultat. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il poursuit ces réformes au niveau national pour essayer de faire effectivement avancer les choses. Et ce qu'on constate dès aujourd'hui, c'est qu'en fait, il arrive pour l'instant à obtenir à peu près 0 au niveau européen. Je pense que la petite ironie aussi, c'est que les grèves commencent le 22 mars prochain. Le 22 mars prochain, c'était le Conseil européen, où il devait justement annoncer avec Angela Merkel ces réformes de la zone euro. Ces réformes-là ont été ajournées par le gouvernement allemand, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont rien annoncé. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas son travail, c'est-à-dire qu'en tout cas, les promesses qu'il avait faites, vous faites un effort et moi, j'arriverai à obtenir quelque chose. Pour l'instant, il n'arrivera à rien obtenir. Attention au conflit génération, en tout cas, dit Dominique de Montvalon sur ce dossier des retraites, c'est le focus. Est-ce qu'on assiste à un début de guerre des générations, Dominique? Bon, on n'en est pas là, heureusement, mais Emmanuel Macron a tout de même intérêt à prendre au sérieux ce risque. Je m'explique. Quand le député macroniste du Doubs, Éric Alauzet, stigmatise de façon globale l'ensemble des retraités en les qualifiant de, je cite, génération dorée, il commet une triple et grave erreur. Il a d'ailleurs fait depuis machine arrière. Erreur, car le statut des retraités recouvre des situations extraordinairement différentes, et confondre les petits retraités, ou même, si j'ose dire, les moyens retraités avec la minorité, je vais dire, pour faire plaisir à M. Alauzet, qui roule effectivement sur l'or, la minorité, hein, c'est du n'importe quoi. Seconde erreur, il n'y a pas un Français qui, parmi ses proches, n'a pas un ou plusieurs retraités. Et beaucoup de Français savent que dans la mesure de leurs moyens, les retraités aident leurs enfants ou petits-enfants. Les raccourcis sur ce terrain, c'est donc dangereux. Enfin, troisième erreur, Emmanuel Macron, déjà accusé aux deux extrêmes de l'échiquier politique d'être le président des riches et le président des villes, n'a pas intérêt à ce qu'on le baptise demain président des jeunes, au sens où il serait le président des seuls jeunes. Pourtant, il joue la carte jeune. Oui, alors, je dirais en résumé, hein, il a 100% raison, mais outre que c'est comme ça qu'il a l'ambition de débloquer la société française, et ça servira les jeunes et tous les Français, hein. Mais outre que le candidat Macron ne doit pas oublier qu'il a bénéficié à l'heure du vote présidentiel d'un fort soutien chez les personnes âgées et chez les retraités attachés à la société, qu'ils légueront à leurs enfants et petits-enfants, il doit aussi se souvenir qu'il y a beaucoup plus à chaque scrutin d'abstentionnistes chez les jeunes que chez les seniors. Donc rien ne serait plus dangereux pour lui sur le terrain électoral aussi que de voir s'installer dans la société française, vous l'avez dit, une sorte de fracture générationnelle. Alors je caricature un peu, d'un côté les jeunes députés, les créatifs mondialistes, les champions des start-up, etc. Et de l'autre les retraités qui seraient qualifiés pour un peu de nantis, et les fonctionnaires qui ne sauraient, dont acte, être réduits en tout état de cause à leur seul statut. Si j'osais, Bénédicte, je serais donc tenté de dire, Monsieur le Président, attention aux amalgames et aux faux clivages. Est-ce qu'il risque quelque chose, Emmanuel Macron, Nicolas Gottsman, de votre point de vue, sur ces clivages? On voit bien que c'est crispant entre le public et le privé, on le voit tout de suite. Mais je crois pas sur les générations, parce que c'est pas comme s'il avait fait une politique anti-vieux pour les jeunes. Pour l'instant, il y avait plutôt eu, au début de la campagne, on va dire quelque chose, en gros, avec toutes les questions sur justement sur la jeunesse et sur les baisses des aides au logement qui avaient eu lieu au début de l'été. Donc là, il avait été accusé d'être anti-jeune, et maintenant d'être accusé d'être anti-vieux. Donc il n'y a pas vraiment
d'opposition. Ensuite, sur les retraités, il y avait ce que vous disiez sur l'histoire de la génération dorée. Effectivement, on peut dire qu'il y a toute une génération qui a connu le plein emploi, un chômage faible, on va dire faible concurrence parce qu'il y avait beaucoup moins de gens diplômés, le fait qu'il y a eu de l'inflation, du coup, effectivement, des capitales ont pu se constituer à ce moment-là. Mais la question n'est pas de savoir maintenant d'aller taper sur les vieux pour essayer de donner un peu plus aux jeunes. Le tout, c'est d'arriver à créer la structure économique qui permet d'arriver justement à ce qu'on avait déjà connu avant et de le revoir aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tout d'un vœu pieux. Et donc, il ne s'agit pas en gros d'aller taper sur les uns. Enfin, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'en gros, le tout, c'est d'arriver à créer une politique économique qui permet de profiter à tous et pas de taper sur les uns pour essayer de donner aux autres. Augustin Pagna. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense absolument pas qu'il représente le président des jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que toutes les ordonnances qui ont été prises, effectivement, tapaient sur les salariés et étaient plutôt réducteurs en termes de droits, et par conséquent, et ça concerne évidemment aussi beaucoup de jeunes, et donc je ne vois pas en quoi les mesures qui ont été prises dans la dernière période ont favorisé les jeunes. Par contre, là où, ce qui est assez frappant, c'est que il a le mérite de fédérer tous les mécontentements. Mais oui, c'est le cartel des noms. Ah oui, non, il a le mérite. Alors, regardez ce dernier sondage, 54% d'opinion favorable, il cède du terrain, donc près d'un Français sur deux a désormais une mauvaise opinion de lui. Ils sont 44% des Français à avoir une mauvaise opinion de lui, 45% pardon, des Français à avoir une mauvaise opinion de lui. Vous évoquiez tout à l'heure, Augustin Pagna, les députés. Eh bien justement, parlons-en avec Ava, dans les coulisses. La majorité, Ava, fait aussi la chasse aux avantages des élus. Et ce sont les frais d'allocation funéraire qui ont été rabotés. Expliquez-nous ça. Oui, ça s'est passé mercredi au bureau de l'Assemblée. En fait, les députés ont décidé de baisser leur prime post-mortem. Et oui, parce que leurs ayants droit percevaient jusqu'à présent une sorte de bonus pour financer les obsèques des élus et ex-élus du Parlement. Alors cette allocation, elle était également distribuée en cas de décès de membres de leur famille, comme les conjoints, les conjointes ou encore les enfants. Alors cet avantage n'a pas vraiment d'équivalent dans les régimes de sécurité sociale de la fonction publique ou des salariés. Seules quelques entreprises accordent ce type de prime à leurs employés pour couvrir les dépenses liées aux funérailles. Alors on n'a pas encore parlé du montant. Pour les heureux pensionnaires et ex-pensionnaires de l'hémicycle, jusqu'à présent, ils pouvaient atteindre 18 225 €, soit 3 mois de pension à taux plein d'un ancien député. Alors pour vous donner une idée, en 2017, le montant global de cette allocation a représenté 573 000 €. Mais ça, c'était avant. Et oui, parce que désormais, c'est une somme forfaitaire qui sera perçue, 2 350 €. Ça permet donc de réaliser une économie de 400 000 €. Le montant a été calqué, en fait, sur l'indemnité funéraire qui est versée par le Parlement européen à ses anciens pensionnaires. Alors, pour avoir un ordre de grandeur à l'esprit, passer de vie à trépas, ça coûte très très cher. Selon le comparateur en ligne Meilleure Pompe Funèbre, donc, que j'ai consulté, les Français déboursent en moyenne 3 222 € pour une inhumation et 2 825 € pour une crémation. Et alors, comment la décision a été accueillie par les députés, justement? Avec un brin d'embarras, il faut bien le dire. Ils étaient gênés aux entournures quand je les ai appelés. Cette réforme, elle est compliquée pour eux parce qu'elle est très difficile à critiquer ouvertement, au risque de froisser l'opinion qui trouve que c'est un privilège indu alors qu'on lui demande de serrer la ceinture. Ça ferait un peu tâche de donner de la voix pour défendre un tel avantage. Mais les ex de l'hémicycle sont passablement agacés par ce coup de rabot. Ils sont 1650. C'est surtout la forme, disent-ils, du coup, qui les horripile. Et oui, parce que nous n'avons été ni prévenus ni consultés, me disait le président du groupe des anciens députés, Émile Blessing. Et dans le même temps, cette réforme est aussi très difficile à endosser publiquement parce que c'est cette fois leurs camarades et ex-camarades qui risquent d'être chiffons. Voilà pourquoi un député de la majorité me faisait le décryptage de cette mesure sous couvert d'anonymat. C'est quand même assez incroyable. En gros, l'idée, c'est de donner l'exemple et de montrer que les efforts sont faits à tous les niveaux. Pas d'avantage donc pour personne et surtout pas post-mortem. C'était un grand tabou. Hein. C'était un grand tabou. Ah non, pour le coup, c'est vrai qu'on en parlait. Personne ne le savait. La réserve parlementaire. Alors, est-ce qu'il aurait fallu, Augustin Pagna, la supprimer carrément cette allocation funéraire? Je pense déjà, il y a le scandale de la réserve parlementaire et de son utilisation. Je peux en témoigner parce que je suis dans une ville où, enfin, peut-être que vous avez eu des échos de ce qui se passe à Bobigny. On a défrayé la chronique quasiment depuis le début. Non, mais je veux dire, une ville formidable et c'est un cas particulier. Cas particulier, je ne crois pas. Non, si vous permettez que je dise deux mots de ce qui se passe dans cette ville. Donc cette ville a basculé, après avoir été communiste très longtemps, cette ville a basculé, a été prise par l'équipe UDI, et très soutenue et très encouragée par Monsieur Lagarde, député maire à l'époque. Avec quelques alliés discutés.
Oui, absolument. Et donc, il faut savoir que le processus utilisé pour prendre la ville a été la réserve parlementaire utilisée à... En fait, cette réserve parlementaire, pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est de l'argent qui est à disposition du député qui, a priori, en fait ce qu'il veut et qui n'a pas besoin de justifier. C'est bien ça, hein, je pense. Il a financé à grands frais non seulement des associations, dont certains, il y a eu d'ailleurs un très beau reportage qui a été fait sur une chaîne concurrente il n'y a pas très longtemps, hein, vous pourrez éventuellement... Alors allez-y, parce que le temps file et on n'est pas tellement sur le dossier de Bobigny, mais je voudrais... On s'est rendu compte que ces associations, qui pour un certain nombre d'entre elles sont totalement fictives, ont déversé elles-mêmes de l'argent dans les quartiers, etc. Et ça a permis de phagocyter l'ensemble des réseaux actifs sur la ville et de faire basculer la ville. Alors ça, c'est votre accusation, si j'ose dire, mais ce que vous dites, c'est que la réserve parlementaire, c'est un plus gros scandale que la réserve funéraire, quoi. Qui sort des cadres, qui sort des statuts, qui embauche des gens non qualifiés, qui n'ont pas d'expérience. On a compris. La CRC en direct ici. Sans contradiction. Non, c'est pas un règlement de compte. Pardon, mais la ville de Bobigny n'est pas là pour vous répondre, donc c'est compliqué. Non, mais bien entendu. Donc on a compris ce que vous vouliez dire. Mais aujourd'hui, la ville est épinglée par la CRC, la Cour régionale des comptes. Il y a des problèmes à Bobigny, c'est clair. On va juste clore, si vous voulez bien, avec Nicolas Gottsman sur cette histoire j'allais dire, de réserve. Il faut parler des dérives qui se passent aussi dans les collectivités territoriales. Il faut en face de vous pour se défendre aussi. Oui, mais enfin, vous pourrez leur redonner la davantage des députés. Je pense que ce qui est un peu malheureux, c'est qu'on constate surtout depuis plusieurs années, on va dire, un affaiblissement du pouvoir du Parlement. Et là, on est en train d'acter au fur et à mesure, en leur baissant leurs revenus, effectivement, le tout pouvoir. C'est-à-dire, on leur a baissé, en leur enlevant leur réserve parlementaire, on va effectivement aussi leur enlever du pouvoir. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a effectivement un régime parlementaire qui est, présidentiel, qui est fort. Les députés, en plus les macronistes, qui votent tous en même temps, montrent qu'en fait, le Parlement n'a plus vraiment de pouvoir. Et dans ces conditions-là, oui, effectivement, pourquoi pas ne pas baisser leurs revenus, tout ça, s'ils ne servent à rien, à quoi bon. Le tout serait peut-être effectivement de peut-être baisser le nombre de députés, mais par contre de les payer mieux, justement, pour attirer les meilleurs, et leur donner vraiment du pouvoir. Bien, ça sera l'objet d'un autre débat, si vous voulez, je vous réinviterai avec plaisir, mais c'est vrai que là on a dévié de Montpellier, on dévie sur autre chose, et pour le coup, on